Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado sérieux. Mais pas trop. L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, saison 4. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Et nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram à meropodcast.fr. Et à nous donner des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à nous partager vos commentaires en nous écrivant à meropodcast.fr@gmail.com. Ceci est l'épisode bonus 77, le Castrum Tigernum. Dans une de ses autres œuvres pieuses nommée « De la gloire des bienheureux martyrs », l'inépuisable Grégoire de Tours nous mentionne l'histoire suivante au sujet de la campagne dévastatrice de Théodoric le Fourbe de 533 en Auvergne, et je cite « 3 cailloux arrosés de son sang furent déposés comme reliques sur l'autel de l'église du château de Thiers dans le pays Arverne. Cette église était bâtie en planches. Quand Théodoric, roi des Francs, ravagea cette contrée, le château fut incendié, mais la relique demeura intacte dans sa boîte en argent. La gloire des bienheureux martyrs par Grégoire de Tours. Nous tenions vraiment à faire un épisode bonus sur cette prise d'assaut du château de Thiers par le fils de Clovis. Alors d'abord, parce que derrière cette brève mention se cache un mystère mérovingien dont la solution n'est apparue que très récemment. Mais aussi parce que nous avons eu la chance avec Romain de visiter le chantier archéologique qui fouille ce fameux château de Thiers, en latin Castrum Tigernum, grâce à un auditeur fidèle du nom de Franck. Merci à toi Franck et à ton association, les Amis du patrimoine thiernois, comme à tous ceux qui font vivre l'histoire et l'archéologie dans leur région grâce à leur passion et à leur engagement au quotidien. Et dans le cas où vous aussi, vous connaîtriez des recherches archéologiques sur un castrum mérovingien, n'hésitez pas à nous envoyer un message privé à ce sujet. Concrètement, l'origine précise de la ville de Thiers a longtemps été l'objet d'interprétations multiples, et au risque de blâmer encore une fois notre évêque préféré, à cause de Grégoire de Tours lui-même. Car l'évêque ne fait pas que nous rapporter la sauvegarde miraculeuse des reliques de saint Symphorien lors de la mise à sac du castrum par le Fourbe en 533. Ce qui, au passage, ne semble être qu'un épisode sanglant parmi une multitude d'autres, mais que l'évêque de Tours tient particulièrement à mentionner, puisqu'on touche là à ses 2 sujets favoris, qui sont les reliques de saints et l'Auvergne. Non, Grégoire va raconter ailleurs dans son œuvre que 40 ans plus tard, l'évêque de Clermont fait construire une grande basilique à l'extérieur du castrum. Le mot est important, à l'extérieur donc, et on y installe les reliques d'un autre saint, du nom de Saint Géniès. Une nouvelle église qui va être le point de départ de la ville moderne de Thiers, et dont la reconstruction au XIe siècle se situe encore au centre de la ville moderne du Puy-de-Dôme. Mais c'est là qu'on a un problème, car le récit à tiroir de Grégoire ne peut donc qu'avoir qu'une seule interprétation. Le Castrum Tigernum de 533, dont il nous parle, se trouvait forcément sur un autre site par conséquent. Une place forte, disparue entre-temps, qui contrôlait l'accès de la rivière Durolle qui coule des monts du Forez à travers la ville basse de la cité auvergnate. Car on est à peu près sûr qu'une ligne de forteresse longeait ces montagnes pour protéger l'Auvergne de ses vilains voisins les Burgondes, vivant de l'autre côté, dans la région du Lyonnais et de la Haute-Loire, et que notre Castrum Tigernum était l'un de ses points forts. Mais où est-ce que notre château de Thiers se trouvait exactement, ça ? Mystère. Une énigme restée sans solution pendant plusieurs siècles, jusqu'à ce que la lumière se fasse au XXe. Tout bêtement, quand on a fini par réaliser que si la ville de Thiers disposait quand même d'un emplacement idéal pour une forteresse moyenâgeuse, avec son éperon rocheux dominant la vallée et contrôlant une voie d'accès critique, il serait assez judicieux de chercher sur le versant opposé. Et c'est là qu'on a commencé à s'intéresser au site des Millières, situé à 1 kilomètre à vol d'oiseau de la ville moderne et qui présente tous les signes d'être le vrai castrum disparu. Les recherches archéologiques, lancées depuis une dizaine d'années,
ont mis à jour un site tout à fait exceptionnel. Car en plus des traces d'une occupation gauloise certifiée durant l'âge de fer à cet endroit, ce sont les restes d'une forteresse de hauteur qu'on a dégagée que les experts datent du début du 5e environ. Alors, si vous vous rendez aux Millières, ne vous attendez pas à voir Carcassonne ou le Colisée. On parle d'un éperon rocheux, envahi par la végétation, où on a dégagé les fondations en pierre d'une forteresse. En particulier, un puissant mur d'enceinte de 75 mètres de long, constitué de blocs de granit liés par un mortier de chaux qui délimitait une place forte de plus d'1 hectare de surface. À l'intérieur de l'enceinte, une fois qu'on a franchi la porte fortifiée, le site est organisé en plusieurs terrasses successives, où devaient se ranger les habitats et les constructions. On a notamment trouvé de nombreux tessons de céramique, restes des toitures de l'époque, qui ont permis de dater le site. Enfin, on a une crête sommitale, où se trouvait probablement la demeure de l'aristocrate local, l'homme qui devait commander la place et la région. Concrètement, l'hypothèse admise aujourd'hui est que ce castrum était le centre principal du pouvoir et le cœur économique du secteur, en jouant plusieurs rôles. Point de défense militaire, c'est sûr, mais aussi résidence aristocratique, poste de surveillance, lieu de culte, poste de douane, centre des impôts et probablement relais routier. Alors, quels enseignements tirer de cette histoire avec ce site exceptionnel sorti de terre depuis quelques années après des siècles d'enfouissement? D'abord, que l'habitat mérovingien est lui aussi l'héritier de l'Empire romain tardif. Car si le site avait déjà été occupé sous les Celtes, il semble bien que comme tant d'autres oppidums, l'endroit ait été déserté avec la colonisation et la fameuse Pax Romana ramenant tout le monde vers les grandes villes des plaines bâties par l'Empire. C'est donc bien à partir de la crise du IIIe siècle que se relance la mode des murailles à travers la Gaule, et les habitats fortifiés redeviennent l'élément structurant de l'urbanisation au début de l'ère mérovingienne. En réalité, l'expédition du roi Théodoric sur le castrum Tigernum n'est sûrement pas le fruit du hasard. Si notre homme a mis les ressources nécessaires pour emporter une place pareille, c'est bien que le site devait abriter un pouvoir suffisamment important, ou du moins des installations défensives suffisamment puissantes pour que le fourbe veuille le mettre sous contrôle dans le cadre de sa reconquête de l'Auvergne et de sa sécurisation de la frontière burgonde. Car les castrums comme celui-là ne sont pas des donjons moyenâgeux. On parle bien de petites villes fortifiées où on combine l'habitat d'un petit aristocrate local avec des habitations paysannes, ainsi qu'une église réputée régionalement grâce à sa relique. Un site ultra bien protégé sur son éperon, verrouillant la vallée de la Durolle et contrôlant l'accès en direction de la grande plaine cultivée d'Auvergne, la Limagne. Autre enseignement, l'importance des reliques, qui probablement réclameront leur épisode à part entière. Dès les premiers siècles du christianisme, les chrétiens occidentaux ont vénéré des reliques, des dépouilles, voire des objets ayant appartenu à ces hommes si proches de Dieu, dont les pouvoirs supposés étaient réputés apporter une assistance concrète pour la vie terrestre. N'oublions pas que ce sont les évêques qui doivent assurer la protection des cités et des villes de leur diocèse, en veillant au bon état des enceintes urbaines et des défenses en général. Ces aspects logistiques sont tout à fait dans leur attribution de patron local. Mais ces responsabilités très terre-à-terre n'empêchent en rien de truffer aussi les places fortes avec des reliques de saints, histoire de former en plus un rempart spirituel, souvent perçu comme plus efficace que la muraille elle-même. Si le castrum Tigernum dispose de reliques prestigieuses comme celle de Saint Symphorien, ce n'est donc pas un simple coup de chance. Cela a été fait inévitablement par la volonté des puissants de l'époque, qui voulaient faire de cet endroit une place redoutable, défendue par les autorités célestes et dont la puissance magique rejaillirait forcément sur eux. L'effondrement du castrum avec l'assaut de Théodoric en 533 a donc dû être un événement terrible, pour les habitants qui l'ont subi évidemment, mais aussi pour tout le pays, ébranlant les convictions profondes des hommes de cette époque. Ce qui, bien entendu, éclaire différemment le soulagement manifeste de Grégoire à l'idée que si la ville s'est fait martyriser, les reliques, elles, sont restées intactes. Preuve donc de leur pouvoir surnaturel, qui a même défié la fureur implacable d'un roi du Regnum. Ouf, a-t-on envie de dire avec Grégoire dans ces conditions. Alors, la question reste de savoir pourquoi le castrum sera abandonné pour la ville moderne de Thiers,
la translation s'opérant progressivement à partir du 7e siècle apparemment. Là encore, on n'en a aucune preuve. Mais on peut quand même faire l'hypothèse que l'éperon où se trouve la ville moderne était plus large et plus accessible, et ainsi plus propice à une expansion voulue et pilotée par les autorités locales que le vieux Castrum. Là encore, ce n'est pas un hasard si c'est l'évêque de Clermont qui a déclenché la construction de l'église Saint-Géniès, point de départ apparemment de la refondation de Thiers. Et puis deuxième facteur probable, la priorité stratégique avait changé à la fin du VIe siècle. Avec l'absorption du royaume de Burgondie, la garde de la frontière avec un poste avancé perdait un peu de son intérêt. On peut donc facilement imaginer qu'un évêque malin s'est dit qu'il lui fallait gentiment transférer la place forte vers un site plus propice pour surveiller ce qui se passait sur son propre territoire, plutôt que de protéger une frontière devenue inexistante. Et si en plus, cette nouvelle fondation était plus favorable à l'activité humaine, mais tout en restant bien située sur une voie de passage d'importance, où chaque convoi de marchandises devait faire rentrer des ton-lieu dans les caisses, c'était tout bénéfice. L'arrivée de nouvelles reliques à Saint-Géniès, aussi formidable que les premières et dégotées par l'évêque à l'autre bout du pays, est donc tout à fait logique dans ce contexte. Car quel meilleur moyen pour décider les pèlerins et autres marchands à passer par sa nouvelle place forte en y laissant quelques pièces d'argent, comme de motiver progressivement ceux du Castrum Tigernum à s'y installer pour de bon en quittant leur ancienne résidence. Le fin mot de cette histoire reste donc à découvrir, comme d'autres trésors potentiels que recèle peut-être encore le site du Castrum Tigernum, notamment les restes d'une église paléochrétienne qu'on a probablement dû reconstruire après coup, ce qui, espérons-le, sera au programme des prochaines campagnes de fouilles. Restons donc confiants. Si le bon saint Symphorien a déjà fait son petit miracle avec le sauvetage des 3 cailloux baignés de sang en 533 sur le site des Millières, qui sait ce qu'il garde dans sa besace pour les archéologues et autres passionnés du patrimoine thiernois dans les années à venir.